Fake news de Libération, les décodeurs du Monde, l'AFP Factuel. Ils sont des dizaines et des dizaines à défendre le politiquement correct au sein d'entités gavées d'argent public, de votre argent. Et nous, sur Immédiat, nous sommes une toute petite équipe pour démonter les mensonges du système. Nous avons besoin de vous. Aidez TV Liberté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Chauffeur de bus quand le meurtrier devient victime. Après qu'un chauffeur de bus ait volontairement écrasé un automobiliste, le journal Le Parisien a publié un article complaisant faisant de l'accusé une victime. Hystérie in the UK, les médias contre Trump. La venue du président des États-Unis au Royaume-Uni a provoqué une véritable hystérie en France et les médias ont multiplié les bobards. Marion et Zemmour à l'offensive sur LCI. Marion Maréchal et Éric Zemmour étaient récemment invités sur LCI pour s'exprimer. Deux prestations résolument politiques. Et vous retrouverez le zapping et les tweets. Ce mardi 28 mai, un accrochage entre un bus touristique et une voiture a tragiquement dégénéré à Paris. Sur les vidéos du drame, on voit le chauffeur précipiter son bus sur le malheureux automobiliste qui était sorti de son véhicule, l'écrasant contre un autre bus. Midi Libre nous apprend même que la tête du conducteur de la voiture a éclaté contre la vitre suite à la violence de l'impact. Et Valeurs Actuelles a immédiatement révélé une information qui n'avait pas été reprise par d'autres médias. Le chauffeur était un certain Omar M, né en Algérie. À noter que l'article du Parisien consacré à ce sujet ne parlait ni de la violence de l'impact ayant provoqué l'éclatement de la tête et le fait que ce conducteur était donc né en Algérie. Et justement, le Parisien était au centre d'une polémique cette semaine. Voilà ce qu'écrit Céline Carrez, la journaliste qui a publié l'article, en reprenant les paroles d'un tiers. C'est l'histoire d'un mec normal qui va passer une partie de sa vie en prison. Henri est abasourdi, tout comme la plupart de ses collègues. Avec la mention en bas de l'article que les prénoms ont été modifiés. Alors beaucoup d'observateurs ont pensé que le prénom Henri était en fait celui du conducteur modifié, des observateurs souvent engagés à droite, comme par exemple le journaliste André Berkoff. Et alors ajoute le quotidien Henri est abasourdi. Et puis en bas, je lis une petite note. Les prénoms ont été modifiés. Ah bon ? Pourquoi les prénoms ont été modifiés? Henri est abasourdi. Et alors, à Valeurs Actuelles, dit que le chauffeur a été interpellé pour homicide volontaire. Il s'agit de Omar M, né en Algérie en 1973. Sauf que le prénom Henri a bien été donné à un des collègues du conducteur et pas au conducteur lui-même. Et évidemment, les décodeurs ont sauté sur l'occasion. Le Parisien accusé à tort d'avoir donné un prénom français au chauffeur qui a tué un automobiliste à Paris. Et les journalistes et décodeurs écrivent « Le sous-entendu est un argument habituel dans la fachosphère. Lorsque ces prénoms sont anonymisés par la presse pour des raisons qu'ils ne connaissent pas, cela alimente les thèses complotistes et racistes. » Donc Jean-Yves, on voit que pour des raisons qu'ils ne connaissent pas, les prénoms sont anonymisés. Voilà. Oui, alors moi j'aimerais bien connaître les raisons pour lesquelles on anonymise. Est-ce qu'on pourrait nous donner, dans ces grands journalistes qui font du décodage, on pourrait nous donner une charte en quelque sorte c'est du pas toujours changement le cas, de prénom. Parce que c'est pas toujours le cas, il y a des prénoms, on les donne, il y a des prénoms, on les cache. C'est pas uniquement, il y avait une règle avant, bon, qu'on peut tout à fait comprendre, c'était l'anonymisation des prénoms et des noms des mineurs. Oui, mais un type de 56 ans, bon, il a passé l'âge d'être mineur. Dans ces cas-là, qu'on nous dise pourquoi on anonymise dans certains cas, pourquoi on n'anonymise pas. Parce qu'en plus, quand on anonymise, on peut raconter n'importe quoi. On fait confiance aux journalistes qui nous disent il y a Henri qui s'appelle pas Henri qui m'a dit ça, on n'en sait rien. Voilà. Donc il y a un problème. Et puis, le changement de prénom, c'est quand même un grand classique des médias. Le changement de prénom à des fins d'occultation, c'est quand même un grand classique des médias. Le Parisien, pas plus tard qu'en 2016, avait fait tout un numéro autour
d'un imam d'un terroriste présenté comme l'émir blanc. L'émir blanc, en fait, pour sous-entendre que c'était un Français converti, il n'en était rien. C'était un bédouin venu de Syrie qu'on présentait comme l'émir blanc. Voilà, ça c'est... C'était pas le prénom, mais effectivement, ça montre une volonté de... C'est l'insinuation. Voilà. C'est l'insinuation. Voilà, c'est l'insinuation. C'est de l'amalgame par insinuation. Et puis, il y a eu quand même le cas le plus célèbre, un très beau Bobard d'or qui avait été remis au monde, là, pas aux Parisiens, en 2012. Je crois que c'était un Bobard de bronze. Un Bobard de bronze, oui, d'accord. Il aurait pu avoir le Bobard d'or. Il aurait pu avoir Bobard de bronze. Merci pour la précision. Enfin, il avait quand même été lauréat de la cérémonie des Bobards d'or, puisque quand un jeune Tchétchène avait tué un jeune breton, Kilian, le Tchétchène s'appelait Souleymane, et il avait été rebaptisé, on ne sait pas pourquoi, ou on devine bien pourquoi, Vladimir par Le Monde. Là, en l'occurrence, il y a une volonté de cacher l'origine algérienne du meurtrier. Sinon, on ne s'explique pas toutes ces simagrées. Bah là, en l'espèce, le prénom n'était pas Henri mis à la place de Omar, mais malgré tout, effectivement, la formulation était de toute manière peu claire. C'est fait pour induire en erreur. En tout cas, c'est ambigu. C'est ambigu. Et de même que le propos de Berkoff, il est aussi ambigu. Il est ni plus ni moins ambigu que l'article du Parisien. Donc je vois pourquoi on critique Berkoff si on ne critique pas le Parisien. Alors, toujours dans cet article du Parisien, une fois qu'on sait que le changement de nom n'est effectivement pas une réalité, eh bien cet article-là de Céline Carrez mérite qu'on s'attarde dessus parce que il s'acharne à présenter le chauffeur finalement sous son meilleur jour, ou en tout cas en donnant exclusivement la parole à ses proches, par exemple à ses collègues, qui déclarent « C'est un mec super gentil, doux, on ne comprend pas, c'est un mec adorable, maintenant sa vie est foutue ». Et puis la journaliste s'est rendue à la rencontre de la femme du chauffeur. Sa femme, la voix douce, les yeux rougis, balaie le couloir. Ce que les journaux ont écrit, déclare-t-elle, c'est de la diffamation. Et puis Céline Carrez donne également la parole à l'avocat. Mon client est dévasté, il ne comprend pas, ce n'est pas ce qu'il a voulu, il a une pensée pour la famille de la victime. Donc on voit, Jean-Yves, que le Parisien se démarque quand même de tous les autres médias en donnant énormément la parole aux proches du chauffeur. Oui, alors c'est quand même assez extraordinaire parce que dans des circonstances d'ailleurs totalement différentes. Quand le jeune Méric avait été tué après avoir agressé Esteban, Esteban, c'est un garçon dont la vie a été foutue, dont la vie a été brisée. On n'a jamais interrogé dans les médias la famille d'Esteban, qui était vraiment au départ une victime d'une agression et ensuite qui a réagi peut-être un peu avec des conséquences graves, c'est sûr. On est allé interroger, ce qu'on peut comprendre, la famille de la victime. Là, le Parisien interroge la famille du meurtrier, mais on n'a nulle part interroger la famille de la victime dont on peut penser... La victime, elle est dévastée aussi, hein. Elle est dévastée définitivement. Et on peut penser que la famille de la victime, elle est aussi dévastée, mais ça n'intéresse pas les médias. En tout cas, pas Céline Carrez du Parisien. Alors, une autre explication qui a été trouvée par certains médias pour tenter de justifier l'acte, eh bien, c'est l'explication des travaux dans Paris. Toujours dans cet article du Parisien, qui est décidément très riche, on peut lire... La dispute a pour origine les conditions de circulation, selon un témoin. Les travaux à cet endroit, c'est catastrophique. Ils ont supprimé les feux. C'est une tension insoutenable. À Paris, au volant des bus, tu deviens dingue, abonde Mohamed, un chauffeur de chez Sightseeing. Quand tu rentres chez toi sans accroc, tu te dis que c'est grâce à Dieu. Donc on voit que c'est les travaux qui sera en cause. Toujours dans un autre article du Parisien, un autre témoin... Cet accident, c'est la conséquence indirecte des travaux et des embouteillages. On peut comprendre que les conducteurs perdent leur nerf, les gens deviennent hystériques. Donc Jean-Yves, on voit que ça a été, dans d'autres médias, BFM également a fait la même chose. On voit que les travaux sont pointés du doigt. C'est-à-dire, en fait, il faut qu'un Maghrébin écrase un automobiliste français
pour qu'on s'aperçoive que Hidalgo crée un bazar pas possible à Paris, ce qui est vrai d'ailleurs, ce qui est vrai. Bon, ce qui n'excuse quand même pas d'écraser volontairement quelqu'un, mais c'est vrai qu'Hidalgo, la politique d'Hidalgo crée des situations de circulation à Paris absolument épouvantables et d'énervement. Ça, c'est vrai. Enfin, jusqu'ici, dans le Parisien, on a fait beaucoup de une à la gloire d'Hidalgo, et donc là, on critique un peu parce qu'il faut sauver le soldat Omar, en quelque sorte. Et est-ce que finalement, cet article du Parisien, mais aussi ces articles sur les travaux, ça s'inscrirait pas dans une tendance de fond un peu qui est de toujours faire des meurtriers, ou pas toujours, mais de parfois faire de certains... criminels ou délinquants, des victimes de la société, d'excuser. C'est-à-dire, on a tendance à juger les victimes et les délinquants en fonction de leur origine. Et on a tendance à minorer la victime quand elle est d'origine européenne et à majorer et à excuser l'agresseur quand il n'est pas d'origine européenne. C'est pas forcément évident, mais c'est... C'est le cas le plus général. C'est le cas le plus général. Il peut y avoir des exceptions. Il peut y avoir des exceptions, mais en règle générale, on minore, on occulte ou on amplifie en fonction de l'exploitation politiquement correcte qu'on peut faire d'un événement. Passons au zapping. Une partie de l'antiracisme en France et de la gauche qui considère que le racisme vient par définition des sociétés occidentales, les blancs, etc. Et que les autres ne sont jamais racistes. Donc, c'est idiot. Il y a du racisme malheureusement partout, y compris dans des pays qui sont eux-mêmes victimes de préjugés. Ce sont des gens qui ont participé à une entreprise terroriste, peut-être qui ont combattu. D'où l'immense gravité de ce que demande cet avocat, de les faire rapatrier pour être jugés en France. Alors là, c'est la catastrophe. Pour certains, peut-être même, ils vont faire que 15 ans de prison. Et en plus, ils iront continuer à diffuser leur poison dans nos prisons. Il faut faire définition qu'il n'y aura pas d'éléments matériels pour prouver. Donc le risque, effectivement, c'est que ces gens-là même s'en sortent, si j'ose dire. Exactement. Peut-être même acquittés. S'ils s'en sortent, autant les rapatrier. Non, justement. Il s'engage donc pour Théo, pour Adama Traoré. C'était la une de Libération hier, une pétition signée par des artistes, des journalistes et des personnalités qui réclament justice. Ils sont venus, ils sont tous là. Yannick Noah, Éric Cantona, ils pétitionnent, ils s'engagent. Justice pour Théo. Dans l'actualité, cette enquête qui avance à Caen après la mort d'un jeune homme de 19 ans. Théo, tué par balle il y a 6 jours à Hérouville-Saint-Clair dans la banlieue de la ville. 4 suspects ont été arrêtés. Thomas Herman, vous êtes sur place ce matin pour BFM TV. Apparemment, c'est un simple regard qui serait à l'origine du crime. Oui, le contexte du crime se précise. Il semblerait que le mobile dans cette affaire soit un mauvais regard après que ce jeune Théo ait croisé le regard de ses agresseurs. Un maire qui sera réélu avec l'apport de la République En Marche et du MoDem, ce sera un allié du président pour 2022, et un maire qui sera réélu sans le rapport, ce sera un ennemi du président pour 2022. Et donc c'est important... Ah, vous voyez ça comme ça ? Il est incontestable que les idées pour lesquelles je me suis battu pendant 30 ans sont assez bien, pas toutes, représentées par Emmanuel Macron. Alors on me dit toujours, Barbier, vous êtes macroniste. Mais c'est faux ! C'est Macron qui est barbieriste. J'étais là avant lui. Dans 30 ans, c'est-à-dire vite quand même, les températures maximales pourront aller de 51 à 55 degrés. 55 degrés, disent les climatologues, ça rend la Terre inhabitable en France. Pas je sais pas où, mais chez nous. Toute la bande est de la France pourrait être concernée, notamment. Et puis, les climatologues disent un deuxième chiffre. Aujourd'hui, 2020, les canicules peuvent durer en moyenne 2 semaines. En 2050, ça pourrait être 8 semaines. C'est-à-dire des périodes qui seraient harassantes. Cette droite, il y a toute une partie de la droite qui s'est sentie fortement trompée. C'est-à-dire que Sarkozy, en effet, a porté le discours Buisson, qui lui aussi était celui de la France éternelle, très beau, etc. Mais dans les faits, il n'a pas du tout été appliqué. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'une partie de cette droite est partie au Rassemblement national. Mes petits, mon mari. Cette habitante de Bellarieux est sous le choc en découvrant les dégâts importants sur la tombe de son mari et de ses enfants. Hier, en plein après-midi, des individus pénètrent dans le cimetière et vandalisent ces 16 tombes. Sur cette photo, on distingue nettement les détériorations. Crucifix détruits, pots de fleurs brisés. En souvenir de cette croix, ne reste plus que la marque du temps.
D'abord ce débat, faut-il continuer à soigner les personnes âgées après 70 ans? Une question ô combien polémique que pose ce matin le quotidien La Croix. Tout, explique le journal, est parti des Pays-Bas. Là-bas, une députée écologiste a déclenché un tollé, on en avait parlé il y a quelques mois, en s'interrogeant sur l'opportunité de poursuivre les soins au-delà de 70 ans. Alors l'élu se défend de toute considération financière. Officiellement, il s'agit, dit-elle, non pas d'une question de coût, d'argent, mais d'apporter des soins plus appropriés. Bon, alors on a à la fin une scène quand même assez difficile là, de profanation. Bon, comme c'est un cimetière catholique, ça a été traité, bon c'est déjà bien, par France 3 local. Bon, ça va. Il y a quand même eu pas mal de traitements médiatiques. On voit qu'il y a quand même une prise de conscience. Il y a une prise de conscience, donc bon, très bien. Ouais. On voit aussi un bel exemple de la dictature Macron, avec ce député qui dit où les maires se rallient, où on les considérera comme des ennemis. Alors, il faut être tout à fait honnête, il s'est un peu excusé de l'emploi du mot ennemi après. Ouais. Enfin, mais ça a choqué même jusqu'à la journaliste d'Europe 1. On voit quand même bien la mentalité qu'il y a derrière. C'est assez marrant, parce que c'est pas la première fois qu'on le cite, Geoffrin, qui est quand même en train, bien que patron de Libération, grande conscience de gauche, immense conscience de gauche, de prendre conscience d'un certain nombre de réalités, à savoir qu'il peut y avoir du racisme dans les populations noires et dans les populations maghrébines, en particulier en direction des Roms, mais pas uniquement. Ça ne choque que quand c'est en direction des Roms, mais pas uniquement. Et puis, il y a l'affaire Théo. Je serais tenté de dire la double affaire Théo. Puisqu'il y a eu une fausse affaire Théo il y a 2 ans, où un mythomane a obtenu contre la police le soutien de toutes les grandes consciences de gauche médiatique et politique, puisqu'il avait eu à l'époque le soutien de M. Hollande et de M. Macron, le président, le futur président, et j'en passe. Et puis, il y a un autre Théo qui a fait beaucoup moins de bruit, qui est un jeune garçon de Caen, de la banlieue de Caen, qui a été tué, nous dit-on, pour un mauvais regard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, croisant une bande, il a refusé de baisser les yeux. Et il est mort pour avoir refusé de baisser les yeux. C'est quelqu'un qu'on peut considérer comme un résistant. Voilà. Il a résisté, il a refusé de se soumettre. Il en est mort. Il aurait mérité des hommages, mais qu'on ne lui a pas donné, il les mérite pourtant. Passons au deuxième sujet. Hystérie in the UK, les médias contre Trump. Ce lundi 3 juin, Donald Trump était en visite officielle au Royaume-Uni. On peut dire que la propagande médiatique hystérique contre lui a atteint des sommets en Europe et notamment en France. Premier exemple avec le traitement médiatique de sa passe d'armes avec Sadiq Khan, le maire musulman de Londres. Voilà ce qu'a écrit l'AFP dans une vidéo réalisée sur l'incident. C'est ce qu'on appelle une arrivée tonitruante. Quelques minutes avant d'atterrir à Londres, Donald Trump traite le maire de « loser total ». Ce tweet donne le ton d'une visite qui s'annonce mouvementée. Et le journal Le Point abonde. Donald Trump insulte le maire de Londres. Le président américain ne s'est pas gêné pour relancer les hostilités avec Sadiq Khan. Et alors on voit que le titre est provocateur et engagé. Alors, et dans ce papier-là, en l'occurrence, il n'y a pas de contrepoids. On a l'impression que c'est Trump qui insulte gratuitement, alors que d'autres médias font un peu plus la part des choses. On a par exemple le BFM, qui, même si le média titre de manière partiale, eh bien, donne la véritable raison de ce tweet rageur du président des États-Unis. Ces propos faisaient suite à ceux tenus par Khan dans The Guardian. Trump est juste l'un des exemples les plus extrêmes d'une menace globale grandissante, avait-il écrit, avant de le comparer aux fascistes du XXe siècle. Même chose pour 20 minutes, le titre toujours partial, mais le média a l'honnêteté d'admettre que c'est Sadiq Khan qui a d'abord commencé, dégainé le premier. Le maire de Londres avait qualifié certaines politiques du président américain d'odieuses et offensantes. Il avait aussi comparé certains des propos du président américain à ceux utilisés par des fascistes du XXe siècle. Jean-Yves, on voit que le traitement médiatique en France, il laisse quand même à désirer, puisqu'on titre le titre objectif. Le titre objectif, c'est Trump répond aux insultes de Sadiq Khan. Voilà. Ça, c'est objectif, ça respecte la chronologie,
puisqu'il y a d'abord les insultes de Sadiq Khan, des insultes violentes, on l'accuse d'être fasciste. Bon. Et il y a ensuite la réponse du berger à la bergère. Qui est elle aussi un peu... Qui est elle aussi, Trump est quand même un type qui a du nerf, quoi. Voilà, on va être gentil. Bon. Mais c'est la réponse. C'est la réponse. Faut pas inverser les causalités. Donc, il y a dans toutes ces affaires, au minimum, du bobard par titrage, même si les médias, je ne dirais pas les plus honnêtes, mais je dirais les moins malhonnêtes, expliquent le contexte dans le contenu de l'article. En tout cas, il y a du bobard par titrage. Et ce qu'on retient, c'est quand même le titre. Voilà. Alors, du coup, la passe d'armes a continué. Trump a conseillé à Sadiq Khan de se concentrer sur la criminalité de Londres, qui, c'est vrai, n'est pas particulièrement fameuse. Et puis, il a également produit une vidéo avec le magazine Elle, version britannique, où il attaque Donald Trump en le déclarant le présentant comme un ennemi du féminisme. Bon, et là, ça peut prêter un petit peu à rire, puisque Sadiq Khan étant musulman, bon, c'est cocasse. Alors, il n'y a pas eu que cette affaire du tweet de Donald Trump à la destination de Sadiq Khan. Il y a eu un traitement médiatique en France ultra partisan, puisque les médias français ont été a priori affolés, et ils n'ont pas hésité à braquer les projecteurs sur toutes les manifestations d'opposition à la venue de Donald Trump. Et on a un article assez incroyable de France Inter, donc c'est le service public. Manif, ballon, pénis géant, la Grande-Bretagne accueille Trump à sa manière, illustré avec la photo du ballon gonflable représentant un bébé Trump en couche pour se moquer de lui. Donc premier item dans cet article, manifestation à Londres avec une photo en plan serré sur une foule d'opposants à Donald Trump. Sauf que quand on regarde les médias britanniques, par exemple la BBC, qui n'est pas spécialement pro-Trump, on voit une image en plan plus large. Alors certes, il y a du monde, mais la légende est claire. Des centaines de personnes ont marché contre Donald Trump. Donc on voit que ce n'est pas la Grande-Bretagne qui est visée. Alors la Grande-Bretagne, c'est des happenings. Et c'est quelques centaines de personnes qui manifestent et non pas quelques milliers, ni même quelques dizaines. Oui, c'était annoncé. À la base, les médias annonçaient des dizaines de milliers d'opposants. Des dizaines de milliers, et le Guardian envoie quelques centaines. Il y en a peut-être un peu moins de 1000, quoi. Voilà. Bon. Et aussi la politique du happening. C'est-à-dire que ces trois culs d'une association subventionnée qui font une image médiatique. Alors ça peut être un pénis géant, ça peut être un ballon, ça peut être une projection d'image quelque part, et c'est un événement. Voilà. C'est le happening qui est traité comme un événement majeur par les médias. Et évidemment, les gens qui font les médias et les gens qui font les happenings, ce sont les mêmes. Ils pensent la même chose et ils se servent la soupe les uns les autres. Et ils titrent la Grande-Bretagne et pas des Britanniques, quoi. Voilà. Donc ça, c'est classique. Quelques Britanniques. Voilà. Alors, dans les happenings, effectivement, qui sont relevés par France Inter, on voit donc un pénis géant tracé dans une pelouse, donc ça vole pas très haut. Hein. Surtout que c'est prix d'avion, c'est ça? Oui, c'est prix de drone. Enfin bon, ouais. En tout cas, c'est bon, c'est le service public. Hein. Et puis aussi des projections, effectivement, sur les murs de Londres. On a par exemple des militants ont utilisé plusieurs façades pour y projeter l'image d'une casquette de l'USS John McCain, car Trump et McCain se détestent. Et puis autre projection sur les murs de la Tour de Londres, les taux d'approbation d'Obama et de Trump auprès de la population britannique, avec Trump qui est à 21% simplement. Sauf que quand on regarde les chiffres de popularité, non pas au Royaume-Uni, mais aux États-Unis, bien évidemment, c'est complètement différent, puisque la popularité de Donald Trump est à un niveau record, elle est supérieure à celle d'Obama au même moment, et qu'un sondage tout juste paru pour CNN annonce que pour la première fois, la majorité des Américains pensent que Donald Trump va remporter l'élection de 2020, avec comme deux raisons principales les excellents résultats économiques et le fait qu'il ait réussi à tenir toutes ses promesses de campagne. Donc Jean-Yves, on voit qu'il y a une hystérie totale, relayée par les médias français, alors qu'en réalité, Donald Trump est plutôt apprécié dans son pays, même s'il clive. Alors, aux États-Unis, les Américains, ils ont l'image que les médias donnent de Donald Trump, mais les médias américains sont un peu plus divers quand même que les médias européens, et surtout, ils voient les résultats. Ils ont des moyens d'appréciation personnelle. Alors que le Français ou le Britannique, l'essentiel de ce qu'il voit sur Donald Trump, c'est ce qu'on lui dit. Et donc, il a tendance à croire ce que lui... À tort, il a tendance à croire ce que lui disent les médias. Parce qu'un type qui est démoli par les médias, que ce soit Salvini, que ce soit Trump, un homme d'État, qui est démoli par les médias, que ce soit Trump, que ce soit Salvini ou que ce soit Poutine, c'est qu'il ne doit pas être complètement mauvais. Voilà. Passons au tweet.
Il y a beaucoup de tweets qui se suffisent à eux-mêmes. Je voudrais quand même en commenter 3. D'abord, le fait qu'on se plaigne qu'une série sur Tchernobyl, qui est l'accident nucléaire qui a eu lieu en Ukraine il y a un peu plus de 30 ans, ne montre pas de membres de la diversité, entre guillemets. Bah oui, forcément, en Ukraine, il y a 30 ans, et même sans doute encore maintenant, il y a des Ukrainiens. Des Ukrainiens, voilà. Et les Ukrainiens, c'est plutôt blanc que noir, ouais, c'est comme ça. Donc on est dans le délire le plus complet quand même. Hein. Bon, mais ça a tendance à se généraliser. Le deuxième point que je voudrais souligner, parce que c'est très important, c'est l'affaire de Béziers. Les médias en avaient fait des tonnes quand Robert Ménard avait été poursuivi par une série d'associations, la LICRA, SOS Racisme, la Ligue des droits de l'homme et j'en passe, parce qu'il avait déclaré qu'il y avait beaucoup de musulmans dans certaines écoles de Béziers et que ça posait des problèmes. Il se trouve qu'après toute une série d'enchaînements judiciaires, il est finalement relaxé. Et alors là, ça ne fait pas le millième du bruit que les poursuites avaient fait. Voilà. Et c'est comme ça que l'information est par nature biaisée, puisqu'une poursuite judiciaire contre quelqu'un de politiquement incorrect fait beaucoup de bruit, une condamnation fait beaucoup de bruit, une condamnation en appel fait beaucoup de bruit, mais quand au final, il y a une relaxe générale, là, c'est le silence absolu. C'est là qu'on est dans la désinformation la plus complète. Et puis, il y a un événement qui est tout de même assez intéressant, c'est les misères qui sont arrivées à Christine Angot. Alors, Christine Angot, c'est quand même une parangon du politiquement correct, sauf qu'elle s'est permis de comparer les victimes de la Shoah d'un côté, les victimes de l'esclavage de l'autre, en disant bah oui, c'était peut-être quand même un peu moins grave pour les seconds que pour les premiers. Et alors là, le ciel lui est tombé sur la tête. Et finalement, Ruquier qui passe son temps à larguer les gens et à se soumettre au moindre frémissement de protestation, a dit Angot, c'est fini. Dans un premier temps, il a essayé de la soutenir, mais après, ouais. Angot, c'est fini. Angot s'est mise après à multiplier les excuses. Oui, c'est vrai. Bon, alors, un peu pathétique. Je crois que tout ça est pathétique. Objectivement, il y a d'ailleurs un problème plus général de culpabilisation, car on ne peut pas passer son temps à regarder l'histoire du monde à travers 3 événements, à savoir les persécutions pendant la Seconde Guerre mondiale, à savoir l'esclavage et à savoir la colonisation. L'histoire du monde ne peut pas se résumer en aucune manière à ces 3 périodes, quelles que soient les difficultés qu'elles aient pu entraîner. Donc il faut arrêter avec la culpabilisation de manière générale et pas chercher à hiérarchiser tout cela. Il faut aussi savoir traiter d'autres sujets. Oui, il faut tout simplement repasser à l'offensive et c'est exactement ce qu'ont fait Marion Maréchal et Zemmour sur LCI. Cette semaine, Marion Maréchal était sur LCI pour 1 heure d'entretien et Zemmour était également invité sur la chaîne. Alors Jean-Yves, pourquoi ces invitations sur LCI ? Je crois parce que ils portent des courants qui sont quand même assez forts. Marion Maréchal porte un courant, on peut dire, conservateur identitaire. Zemmour porte un courant populiste identitaire ou gaulo-bonapartiste identitaire, parce qu'il aime bien ces mots de gaulo-bonapartisme. Ça correspond à une vraie attente, un vrai intérêt de la part de l'opinion. Et donc, il y a quand même un moment où les médias sont aussi obligés
de tenir compte de l'intérêt de l'opinion, surtout s'ils veulent faire un peu d'audience. D'autant plus que aussi bien Marion Maréchal qu'Éric Zemmour, dans des styles différents, s'expriment de manière extrêmement claire, extrêmement convaincante. Ce sont ce qu'on appelle dans les médias de bons clients. De bons clients qui amènent beaucoup de spectateurs. Et d'ailleurs, avec raison, puisque LCI, qui a quand même la concurrence de BFM et de CNews, a très très bien tiré son épingle du jeu avec ces deux émissions en étant en tête des audiences. Donc il y a à la fois, bon, on peut dire que c'est bien, c'est une forme de pluralisme médiatique, ça permet d'entendre des sons qu'on n'entend pas habituellement, et puis ça permet peut-être à LCI de se pousser un peu du col vis-à-vis de ses concurrents. Voilà. Alors, après avoir organisé donc le débat déjà entre Daniel Cohn-Bendit et Éric Zemmour, LCI a donc récidivé en opposant cette fois le polémiste à Maurice Zafran, qui est l'ancien directeur de Marianne et qui est journaliste à Challenge. Et Jean-Yves, je vais vous passer 3 séquences et puis je vais vous laisser réagir. Il y a aujourd'hui 260 000 entrées légales d'immigrés par an en France. Deuxièmement, il y a à peu près 120 000 droits d'asile. 80% sont repoussés. Sauf qu'ils restent tous, ou quasiment tous. Vous rajoutez 100 000. Et vous avez 50 000, ce qu'on appelle des mineurs isolés, qui ne sont pas ni mineurs ni isolés, mais qui restent aussi, et qui ruinent les départements. Bon. Tout ça, ça fait 400 000 personnes par an. Bah, ça fait du bien d'entendre dans les médias les vrais chiffres sur l'immigration et non pas toujours la même rengaine, il n'y en a jamais plus qu'avant. Bah si, il y en a 2 fois plus qu'il y a 10 ans, qui entrent. Voilà. C'est ce que dit Zemmour à juste titre, et c'est effectivement quand même à savoir, même si c'est très préoccupant. Deuxième extrait sur le grand remplacement. Est-ce que le grand remplacement, Éric Zemmour, est en marche ? Je vais vous dire, vous allez venir avec moi dans le métro, vous allez venir avec moi en banlieue, vous allez venir avec moi dans les villes du Nord, vous allez venir avec moi dans les villes du Sud, vous allez venir avec moi à Rennes, à Nantes, et vous allez comprendre si le grand remplacement n'est pas en marche. C'est tellement évident pour toute la France que ça ne fait rire que sur les plateaux télévisés, qu'on se pose la question, est-ce que le grand remplacement est en marche ? Magistral, ouvrez les yeux, mais les médias se ferment les yeux. Ouais, voilà. Effectivement, ils n'ont pas l'habitude d'entendre ça face à eux. Et vous remarquez quand même qu'aucun homme politique ne le reprend au terme, tellement ils sont terrorisés par les médias. Ils le tangentent parfois. Bardella l'a un peu tangenté, sans reprendre le terme. Marion Maréchal le tangente d'encore plus près. Mais sinon, personne n'ose reprendre. Il y a un interdit sur la réalité. Ce qui est intéressant, c'est que Zemmour, en fait, il met les journalistes face au réel, c'est-à-dire au peuple qui, lui, le voit et le sait, et les journalistes qui s'en moquent sur les plateaux de télévision. Et c'est vrai que c'est intéressant, ça. Non seulement ils s'en moquent, mais ils l'interdisent. Oui, en plus, oui. Ils l'interdisent. Il y a un interdit. Et donc Zemmour le brise comme d'autres. Oui, il défriche. Alors, 3e extrait sur la guerre civile qui vient. On l'aura, la guerre civile. Collomb lui-même, ministre de l'Intérieur, l'annonce. C'est pas moi qui dis on vit côte à côte et demain on vivra face à face. Il a raison. C'est la guerre civile qui l'annonce. Non, c'est pas la. Il a raison. Le président de la République, François Hollande. Parce que c'est vrai. Le président. Oui, c'est vrai. Le président de la République lui-même annonce une partition. François Hollande. Mais une partition, ça veut dire la Yougoslavie, ça veut dire la guerre civile. Zafran est un peu dans les cordes, mais il utilise la technique classique du type qui est dans les cordes. Il essaye d'interrompre. Il essaye de couper pour perturber le propos, le rendre moins audible. Voilà, une technique classique. Bon, c'est pas très efficace. Classique. D'ailleurs, tout au long de ce débat, Zemmour a quand même un petit peu dominé parce qu'en face, il n'y avait pas trop de préparation, je pense. Alors, autre événement médiatique majeur de la semaine, toujours sur LCI, c'était donc l'entretien avec Marion Maréchal. Donc, ça a été annoncé à grand renfort d'annonces répétées. L'entretien a été moqué par certains médias, comme par exemple Télérama, qui a vu en cet entretien un peu un marchepied un peu complaisant à Marion Maréchal. Alors évidemment, elle a énormément parlé politique, on va le voir tout de suite, sur l'union des droites. Ce que je crois en revanche indispensable, c'est que demain puisse émerger, je l'espère, de cette débâcle des Républicains, ce courant de droite qui se structure, qui puisse demain accepter le principe d'une grande coalition avec le Rassemblement national, en gardant ses spécificités, parce qu'après tout, c'est aussi sain pour le débat démocratique de pouvoir avoir des différences et être stimulé par ça. Au fond, ce qu'elle propose, c'est la création d'un vrai parti de droite conservateur
qui aurait dans ses fondations, dans ses principes de fondation, la possibilité d'un accord avec le Front National. À la différence des Républicains, qui étaient mi-chèvre, mi-chou, et qui avaient quand même dans leur principe de soumission à la tyrannie médiatique le refus de tout accord avec le Front National. Voilà, je pense que c'est ça, et ça c'est effectivement assez important. Alors, autre intervention de Marion, eh bien, elle n'a pas manqué de parler de Salvini, en louant notamment, eh bien, justement, sa faculté à résister à la tyrannie médiatique. Pourquoi, par exemple, Matteo Salvini a tellement de succès et bénéficie d'une telle popularité que tous les politiques regardent avec une envie incroyable en Italie. Y compris votre tante Marine Le Pen. Mais oui, mais précisément parce que Matteo Salvini, il tient ses engagements. Voilà, dans les marges de manœuvre qui sont les siennes, il tient ses engagements. Il va au bout de sa logique et il ne se laisse pas terrorisé par une partie du système médiatique ou cette espèce de culpabilisation qu'exerce la gauche intellectuelle, la gauche politique sur la droite. Effectivement, ce qui est essentiel dans le propos, ça vaut pour Salvini, ça vaut aussi pour les Polonais, ça vaut aussi pour les Hongrois, c'est le refus de se soumettre au terrorisme médiatique, à la tyrannie médiatique. Si on se soumet à la tyrannie médiatique, on ne peut rien faire. À partir du moment où on s'en affranchit, à ce moment-là, on peut conduire une politique différente et recueillir le soutien. Oui, ça marche. Ça marche. En Europe, les partis qui ont le plus progressé, ce sont les 3 partis de gouvernement populistes. Pologne, Hongrie, Italie. Alors ça va bientôt être la fin de cette émission, mais puisqu'on parle de tyrannie médiatique et de soumission, il y a un exemple, vous vouliez parler d'une actualité récente en la matière. Oui, écoutez, je proposerais non pas un coup de chapeau, mais de nommer un pleutre d'honneur. Un pleutre d'honneur. De déshonneur. Ou de déshonneur, plutôt, un pleutre de déshonneur à M. Éric Delabarre, qui est le patron de l'ICES, un institut catholique, un institut universitaire catholique de l'ouest de la France, qui s'est complètement soumis à la tyrannie médiatique en excluant certains de ses étudiants, tout simplement parce qu'ils avaient fait un mini-chahut contre une opération de propagande LGBT. Il s'est soumis médiatiquement. C'est vraiment... ça mérite un pleutre d'honneur, un pleutre de déshonneur. Voilà. C'est dit, voilà, effectivement. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Avant de rendre l'antenne, vous rappelez que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de Jean-Yves Le Gallou. Jean-Yves Le Gallou dans la barre de recherche YouTube pour suivre, en plus du site internet de TV Liberté, bien sûr, la vidéo de ce immédiat et des suivants sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir visionner cette vidéo sur YouTube. Voilà Jean-Yves, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.